Africa numéro 1, le grand débat. Édition spéciale du Grand Débat, entretien exceptionnel avec l'écrivain Alain Mabankou. Alain Mabankou a été nommé professeur à la chaire annuelle de création artistique du Collège de France pour la saison 2015-2016. Le 17 avril dernier, l'écrivain prononçait... C'est 2015-2016, c'est ça, hein? C'est ça, bien, c'est bien ça. On me confirme. Le 17 avril dernier, l'écrivain prononçait sa leçon inaugurale au sein du Collège de France, prestigieuse institution créée il y a 500 ans, située près de la Sorbonne à Paris. Alain Mabankou, nommé professeur au Collège de France pour la saison 2015-2016, une étape majeure. Certains diront une consécration dans la carrière de l'écrivain. Mabankou est le premier écrivain à occuper la chaire de création artistique du Collège de France, une chaire créée en 2004 et jusqu'ici occupée par des artistes et autres créateurs. Alors, selon l'Assemblée des professeurs du Collège de France, il s'agit avec cette nomination de, je cite, mettre en avant la création et le talent littéraire, mais également marquer la volonté de donner la place qu'elle mérite aux études africaines et d'être au premier rang dans la réflexion sur un continent et sur des cultures qui marqueront le siècle qui commence. Fin de citation. Cet événement intervient au moment où le Congo, le pays d'origine d'Alain Mabankou, vit des heures difficiles. Des lendemains d'élections tendus, assombris depuis quelques jours par le bruit des armes. Nous en parlerons aussi dans cette édition spéciale et l'émission est réalisée par Sébastien Dupré. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat. Le Grand Débat, c'est également sur facebook.com/le Grand Débat. Et comme chaque jour désormais, au début de cette émission, une pensée forte à tous ceux qui, au Burundi, sont exposés aux pires violences depuis plusieurs mois. Nous sommes solidaires, évidemment, de toutes ces victimes et de tous ceux qui sont aujourd'hui habités par la peur au Burundi. Sans transition, notre entretien exceptionnel du jour. Le grand débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires. Le grand débat sur Africa numéro 1. Édition spéciale avec Alain Mabankou, écrivain, professeur de littérature francophone à l'Université de Californie à Los Angeles. Alain Mabankou, bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'arriver, hein, vous, à peine, hein, d'Oklahoma, hein? Oui, ça. Merci beaucoup. Je suis venu d'Oklahoma pour vite venir faire cette émission. Merci infiniment, on y est très sensible. Hein. Vous avez reçu d'ailleurs un prix hein, pour l'ensemble de votre œuvre à Oklahoma. Oui, c'est un prix qui s'appelle Putterboth Fellow, un prix qu'il donne pour couronner un peu l'ensemble de l'œuvre des écrivains. Et j'ai été très, très, très fier de le recevoir parce que quand je voyais dans la liste des prédécesseurs qu'il y avait les Leclésio, les Octavio Paz, les Oran Pamuk, oui. Ça fait très, très plaisir de voir que c'est un prix qui n'est pas parisien, mais anglophone et mondial. Et mondial, oui. Alain Mabankou, né en 1966 à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, a étudié le droit à Paris à la fin des années 80, prix Renaudot en 2006. Alain Mabankou enseigne la littérature francophone donc à l'Université de Californie à Los Angeles depuis plusieurs années. Auteur de romans, de recueils de poésie, d'essais, d'ouvrages d'anthologie ou encore de livres pour la jeunesse, récipiendaire de nombreux prix et distinctions. Il a prononcé donc le 17 mars dernier sa leçon inaugurale au Collège de France où il a été nommé en qualité de professeur à la chaire annuelle de création artistique du Collège de France. Donc, pour la saison 2015-2016, c'est l'occasion de l'accueillir de nouveau ici pour 1h20 d'entretien dans le Grand Débat. Et pour m'accompagner lors de cette édition, j'accueille également un débatteur bien connu dans le Grand Débat, Maître Brice Zamba. Maître, bonsoir. Oui, bonsoir, cher Francis. Maître Brice Zamba, avocat au barreau de Paris, président du Cercle de la Rupture. Alors d'abord, parlons donc de cet événement, hein, Alain Mabankou. Enfin, parlons surtout de l'événement d'ailleurs, parce que vous êtes un peu là pour ça. Alors, dans quel état d'esprit vous étiez, hein, ce 17 mars, au moment de votre réception au Collège de France, au moment de cette leçon inaugurale? Disons que j'étais dans un esprit plutôt très à la fois inquiet et calme. Inquiet par rapport aux responsabilités que je sentais qui pesaient sur mes épaules. Soit je réussissais cette intronisation, et alors c'était bien pour tout le monde, soit je la ratais complètement, ça ruinait peut-être la chance de beaucoup en France ici de pouvoir accéder à cette institution. Mais au fond, ce qui était essentiel pour moi, et je me le disais sans cesse lorsque l'angoisse essayait de plus m'enfoncer dans l'incertitude, je me disais que il fallait que je reste moi-même. Il fallait que j'oublie qu'il y aurait 1600 personnes qui seraient là
dans ces salles. 1600 personnes. 1600 personnes. Le collège de France, c'était inédit au Collège de France. C'est inédit. Il y a quelqu'un qui m'a même dit il fallait faire ça à l'Olympia. Parce que tout simplement, quand on fait une intronisation d'un professeur au Collège de France, bon, en général, on s'arrête peut-être vers 200, 300 invités bien cadrés. Mais là, nous étions dans une situation où tout le monde voulait vivre ce moment. Que ce soit les Africains, ce qui était important, c'est la première fois que j'ai vu vraiment toute l'Afrique de la France porter leurs frères jusque là-bas. Et ça, c'était essentiel de voir que dans les 1600 personnes, peut-être qu'il y avait entre 400 et 500 personnes d'origine africaine, sans compter les Outre-mer, sans compter les autres pays. Il y a eu même l'ambassadrice de la Hongrie, l'ambassadeur de l'Allemagne. Je me demandais qu'est-ce qui s'était passé. Et peut-être que la vraie peur et la vraie angoisse était 5 minutes avant que je ne descende, qu'on vienne me dire « maintenant, il faut y aller ». Et quand j'ai commencé à parler, là, je me suis dit « je n'ai plus droit à l'erreur, il faut que j'y aille ». Du coup, vous avez constaté aussi finalement avec tout ce monde le large spectre de votre lectorat finalement, non? Je pense que il y a aussi ça, le large spectre de ce lectorat, mais aussi la possibilité de ne plus larmoyer en disant que les gens ne s'intéressent pas à la littérature africaine. C'est une fausse idée, puisqu'il suffit que vous puissiez choisir comment introduire cette littérature pour le public. Les gens viennent. Cet engouement qu'on croyait, bon, ils sont venus, mais chaque semaine, tous les mardis, de 14h à 16h, je fais des cours de littérature devant 800 personnes. Ça ressemble à un amphithéâtre d'une école de première année de médecine ou de droit. Maître, et là, il pourra le dire. Exactement, quand nous faisions le droit, on avait un amphi au Congo-Brazzaville qui s'appelait l'amphi 600. Donc, ça contenait 600. Mais maintenant, imaginez, nous, on avait un amphi 600, mais là, c'est 1600. Donc, l'amphi 1600 qui était là, et tous les jours, tous les mardis, 800 personnes viennent. Ils font parfois la queue 2 heures avant pour avoir à entrer dans la grande salle qu'on appelle l'amphithéâtre Marguerite de Navarre. Lorsque cet amphithéâtre est plein, on remplit 6 salles au-dessus de l'amphithéâtre et les gens suivent grâce à un grand écran qui est disposé là-bas. Alors, ces cours et séminaires ont commencé, c'est chaque mardi dans ce prestigieux établissement du Collège de France. Alors, c'est sur le thème de la littérature coloniale à la littérature négro-africaine. Alors, ces cours, évidemment, sont ouverts à tout le monde, il faut le dire. Et vous êtes donc professeur du Collège de France pour une année. Comment vous arrivez à combiner, je dirais, cette activité avec votre engagement de professeur aux États-Unis? Bon, parce que je ne souhaitais pas, en quelque sorte, abandonner ma chaire de professeur de littérature francophone aux États-Unis, parce que ça serait de l'ingratitude. Ça fait 14 ans que j'enseigne là-bas. Je suis titularisé, c'est-à-dire que je suis fonctionnaire de l'État de Californie. Donc, c'est comme si un fonctionnaire des impôts abandonnait pour aller travailler, je ne sais pas, dans une entreprise privée. Donc, j'ai essayé de faire de sorte que ce soit le Collège de France qui puisse se coller à mon agenda. Et les Américains étant ouverts, ils savent ce que vaut le Collège de France. Ils m'ont laissé justement le soin de faire cette chaire. À l'avenir, si je dois faire quelque chose au Collège de France, continuer à faire, on devrait se cadrer selon les creux que j'aurai par rapport aux enseignements aux États-Unis. Donc, je garde toujours les deux postes-là. Avant de venir, j'avais enseigné doublement pour libérer toute la période de l'année scolaire et enseigner ici en France. Alain Mabankou, écrivain, vous êtes notre invité pendant 1h20 d'entretien avec vous pour ce grand débat spécial, édition spéciale. On va vous écouter, Maître Nzamba. Vous étiez, vous, présent à cette leçon inaugurale, le 17 mars dernier, au Collège de France. Oui, tout à fait. Écoutez, j'étais là, j'étais avec mon fils, qui va avoir 6 ans le 15 mai, donc il est 5 ans très fort. Et c'était un moment de communion, très très fort, parce qu'on était tous là, parce qu'on venait écouter quelqu'un dont on a suivi de près ou de loin le parcours, et qui, ma foi, porte très haut l'étendard de la créativité intellectuelle, qui porte très haut aussi une sorte de fierté que chacun de nous porte en lui, mais qui n'a pas toujours la possibilité de pouvoir le mener jusqu'au bout. Donc, en tout cas, moi, j'étais là avec mon fils précisément parce qu'il y a aussi la transmission. C'est-à-dire que quand on a
un compatriote, un frère qui fait un parcours flamboyant. C'est vous préciser que vous êtes congolais. Voilà, je suis originaire aussi du Congo-Brazzaville. Donc pour moi, c'était important d'être là, et pas que moi, mais avec mon fils, pour précisément partager ces moments et pour que lui, dans son inconscient, soit marqué très très fort que c'est possible, avec le travail, avec l'application, de pouvoir exceller dans un domaine qu'on a choisi de faire. Donc, c'était un moment très intense. Et il y avait beaucoup de gens, il y avait des Français de souche européenne, il y avait des Français de souche africaine. Et durant ces moments, chacun de nous a oublié d'où il venait. Et on voit bien que la culture a cette capacité de nous faire transcender nos origines et de nous réunir dans ce qu'on a tous de commun et d'essentiellement fort, qui est précisément la créativité, qui est la chose la plus forte pour l'humain. À partir de ces moments, l'homme cesse de voir d'où il vient, c'est-à-dire les racines. Il se sublime donc dans sa créativité, c'est-à-dire les fleurs. Et nous, on était là pour humer les fleurs que donc Alain Mabankou nous faisait ressentir. Et donc, jouir des belles couleurs, notamment de ses cours. Ouais, je crois que le mot talent est faible. Dans ce cas-là, on parle plus de talent en ce qui concerne Alain Mabankou, bien entendu. Alors, est-ce que vous pensez que votre présence au Collège de France symbolise quand même une reconnaissance, une mise en lumière en quelque sorte des littératures africaines désormais? Je pense que c'est moi qui ai voulu ramener ou bien enseigner la littérature africaine là-bas, parce que j'avais bien vu que depuis plus de 5-6 siècles, ce n'était pas fait. On n'enseignait jamais la littérature africaine depuis les bases jusqu'à la nouvelle génération. J'aurais pu aller au Collège de France et me contenter, par exemple, de faire des ateliers d'écriture comme font les écrivains. Je ferai les ateliers d'écriture, j'enseignerai aux gens comment écrire la première phrase, comment corriger un manuscrit. Comment aussi écrire un livre sans la moindre ponctuation. Sans la moindre ponctuation. C'est excellent. J'aurais pu le faire. Mais au fond, je me suis dit, l'Afrique est dans une période où peut-être le dialogue doit être ouvert et que peut-être aussi que la France a un problème avec son passé colonial. Il n'y avait pas meilleur podium que celui du Collège de France pour venir parler des questions coloniales, pour venir parler du regard que l'Europe avait de nous quand nous ne parlions pas. Nous étions obligés d'écouter. Dans les livres européens, les Africains étaient des personnages secondaires, alors même que le lieu de ces livres s'est passé en Afrique. Ils étaient venus, ils nous ont colonisés, ils ont pris les terres, ils nous ont donné le christianisme, mais nous avions une parole qui, elle, était camouflée. Et c'est cette parole-là que je voulais libérer au sein du Collège de France. En le faisant, évidemment, le Collège de France aussi s'est senti bien en se disant, voilà un enseignement qui n'est pas fait forcément dans les universités françaises ici. On enseigne en général la littérature africaine quand on a fini le vrai programme et qu'il reste un creux, comme si au fond, à la fin de votre repas, on vous demandait si vous voulez du café ou du dessert. Voilà, vous demandez le café. Et c'est facultatif en général. Et c'est facultatif. On peut s'en passer. Voilà, donc du coup, en ramenant la littérature africaine là, au Collège de France, je ramenais aussi le débat sur l'urgence pour la France d'installer les études africaines dans le cursus universitaire français. Et c'est peut-être modestement ce que je pourrais considérer comme la petite contribution que j'ai ramenée dans l'histoire de ce qu'on appelle la France noire ici. La leçon inaugurale était intitulée justement « Lettres noires des ténèbres à la lumière ». C'est le titre donc alors qu'on peut retrouver d'ailleurs sur Internet. Le texte l'intégralité, on peut retrouver en vidéo, en audio, sur le site du Collège de France, comme d'ailleurs tous les cours que je fais. Donc il y a déjà sur le site du Collège de France toute cette leçon inaugurale. Puis il y a une deuxième leçon que j'avais faite qui était de la négritude depuis après Senghor, Césaire et Damas, qui se trouve là également. Puis la troisième leçon se trouve là sur les grandes thématiques de la littérature africaine. Et le mardi dernier, j'ai pu faire un cours justement sur comment enseigner ces littératures-là en France. Une leçon inaugurale et une leçon universelle. Édition spéciale du Grand Débat, entretien exceptionnel avec notre grand invité Alain Mabankou, écrivain, avec qui nous allons passer donc toute cette heure, 1h20 ensemble pour ce Grand Débat qui lui est dédié, spécialement dédié bien sûr. Et nous sommes également en compagnie de notre débatteur bien connu dans le Grand Débat, Brice Nzamba, maître Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris, président du Cercle de la Rupture. Et nous aurons aussi quelques témoignages au cours de cette émission. Ne partez pas, à tout de suite.
Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Édition spéciale, entretien exceptionnel avec notre grand invité, Alain Mabankou, écrivain, professeur de littérature francophone à l'Université de Californie à Los Angeles et professeur au Collège de France pour la saison 2015-2016, puisque Alain Mabankou a été nommé professeur à la chaire annuelle de création artistique du Collège de France. Nous le recevons à cette occasion justement et nous sommes accompagnés de Maître Brice Lezamba, avocat au barreau de Paris, président du Cercle de la Rupture. Alors Alain Mabankou, cette chaire annuelle du Collège de France consacrée à la création artistique créée en 2004. Jusqu'ici, elle a été occupée par divers créateurs et artistes. Mais l'histoire retiendra que vous êtes le premier écrivain à occuper cette chaire. Est-ce que vous en ressentez une pression, une responsabilité particulière? Oui, la pression est plus grande, d'autant plus qu'en général, pour un écrivain africain, on a toujours tendance à dire c'est le premier écrivain noir, c'est le premier congolais, c'est le premier togolais, c'est le premier sénégalais. Là, c'est fini. Ils disent maintenant c'est le premier écrivain. Donc, que ce soit même les écrivains français, c'est pas toujours facile d'aller là-bas, au Collège de France, pour faire des cours, quand on se souvient que là, venaient enseigner les Barthes, les Foucault, qui venaient là, les Deleuze, les Umberto Eco. Quand vous entrez au Collège de France et que vous traversez les couloirs, vous sentez les ombres tutélaires de ces personnages célèbres. Et faire un cours au Collège de France, c'est quand même parler pendant 1 heure. Mais vous avez l'habitude de gérer la pression quand même, Alain Mabankou. Hein. Oui. Voilà, vous revenez d'Oklahoma, vous venez de recevoir un prix pour l'ensemble de votre œuvre. Alors, je ne dis pas la liste de distinctions et de prix. Alors, quand on voit évidemment votre bio, c'est quand même tout à fait impressionnant. Est-ce que c'est juste une étape de plus ou alors là, il se passe quelque chose de particulier? Est-ce qu'il y a une sensation particulière? Non, mais je pense que la pression est plus grande puisque là, vous devez tous les jours vous questionner pour écrire votre cours. Ah oui. Il ne s'agit pas simplement de venir là, de réciter ce qu'on a écrit, mais même vous prenez ce qui a été écrit, mais vous y mettez aussi votre propre doigté, comme diraient les musiciens. Donc, tous les jours, pendant 1 semaine, 24 heures sur 24, pratiquement, je suis en train d'écrire un cours. C'est pour cela que je me suis dit qu'à la fin de tout cet enseignement-là, j'en ferai un gros livre, qui serait vraiment un livre qu'on pourrait intituler, par exemple, « Penser et écrire l'Afrique », dans lequel on retrouvera toutes ces leçons que j'ai faites. Ça sera comme une sorte, peut-être, de GPS pour se repérer à l'intérieur de la littérature africaine. Donc, il y a Penser et écrire l'Afrique. Voilà. Oui. Alors, évidemment, Alain Mabankou, cette nomination au Collège de France intervient au moment où votre pays d'origine vit des heures très difficiles. Alors, un référendum contesté l'année dernière qui portait sur un changement de constitution, une élection présidentielle sous tension, sous haute tension même, suivie d'un contentieux électoral qui était tout à fait prévisible. Et puis, depuis quelques jours, de nouveau, le bruit des armes au Congo-Brazzaville, ce qui rappelle évidemment les sombres souvenirs des guerres civiles. Est-ce que vous avez mal au Congo aujourd'hui? Je crois que j'allais même dire que j'ai trop mal. J'aurais pu dire j'ai très mal, mais je dis j'ai trop mal. Quand on dit j'ai trop mal, ça veut dire qu'on a déjà eu mal, on a eu très mal et on en a trop mal. Ce sont à peu près les paliers que sont en train de nous faire franchir les institutions, entre guillemets, congolaises qui sont sur place. De voir comme ça un pays qui a tout pour devenir une vraie vitrine culturelle de toute l'Afrique, de voir le degré zéro vers lequel nous sommes tombés. Et ça me fait très très mal parce que chaque fois que je croise des gens à l'étranger, on me parle toujours de cette sorte de république bananière qui se fait là-bas et de la population qui est en train de souffrir. Je vous dis que tous les jours, je reçois environ entre 120 et 140 courriers électroniques de la jeunesse congolaise. Oui. Des jeunes qui me disent « Grand frère, je n'ai pas d'argent, j'ai emprunté de l'argent, je suis allé dans un cyber juste pour vous dire, continuez, ne nous lâchez pas. » C'est pour cela que je fais des interventions autant que faire se peut. J'ai fait une grande interview dans Le Point. Je crois même que les services de l'Élysée qui viennent souvent assister à mes cours au Collège de France l'ont lu puisqu'ils sont venus me voir pour en discuter et veulent que nous parlions du Congo. J'ai aussi écrit une tribune dans l'Express qui, elle était très acerbe, dans laquelle vraiment je demandais à la France de ne pas recevoir des gens qui sont élus de manière illégitime au Congo. Et je continue. Je pense que chaque fois que j'aurai le micro,
dussé-je le faire pendant 5 ans d'imposture qui va se passer au Congo, je le ferai. Je pense que je ne peux pas être heureux, je ne peux pas avoir des succès si mon peuple est en train de croupir dans la misère, parce que je suis devenu écrivain grâce au peuple congolais. Je suis devenu écrivain parce que je parle du Congo. Et maintenant que le Congo souffre, je devais me tourner le dos dans l'attitude stérile du spectateur, comme dit Aimé Césaire. Non, je refuse cela. Et l'imposture a toujours une fin. Ce n'est pas parce qu'on parade et qu'on bidouille les élections et les constitutions qu'on va museler un peuple. Le peuple congolais est un peuple vocal. On va vous écouter davantage sur ce qui se passe actuellement au Congo-Brazzaville, ce qui est en train de basculer en ce moment dans ce pays. Mais juste une parenthèse, on avait noté lors de votre leçon inaugurale au Collège de France le 17 mars dernier qu'il n'y avait aucune délégation officielle congolaise et vous n'avez pas contenu votre colère à ce moment-là. Vous avez notamment qualifié le ministre congolais de la Culture de ministre de l'inculture. Comment expliquer ce comportement des autorités de votre pays? Mais je pense même que je suis persuadé que certains ministres de la Culture, dont celui de l'inculture au Congo-Brazzaville, je ne sais même pas s'il a ouvert un seul livre de Sonny Laboutansi. Moi, je pense que quand on est dans une situation comme ça et qu'on est ministre de la Culture, qu'un de vos compatriotes est nommé au Collège de France, ce qui n'est arrivé vraiment, en tout cas dans la littérature, à aucun autre compatriote, à aucun autre Africain écrivain, c'est ça, à aucun autre Français écrivain, et que j'arrive dans la salle, il y a le ministre de la Culture français, donc Madame Azoulay, il y a la ministre des Outre-mer, Paul Langevin, il y a le ministre de la Francophonie, il y a le ministre des Enseignements supérieurs de France, il y a la secrétaire générale de la Francophonie, et que arriver là, de voir que le Congo n'a personne, parce que imaginez, ils étaient en train de faire leurs élections. Vous savez, faire des élections, quand on triche, c'est plus dur à faire. Donc, il faut être vigilant pour que la triche aille jusqu'au bout. Donc, je pense qu'ils étaient tellement préoccupés à trouver les matières ou les manières un peu kabbalistiques de faire avaler les couleuvres et qu'ils n'ont pas jugé utile. Je n'ai reçu aucun message de félicitations ou quoi, alors que je continue d'en recevoir. Que ce soit du côté de l'Allemagne, de la Hongrie, de la Pologne, des États-Unis. Aucun message de félicitations des autorités congolaises. Je n'ai jamais reçu de message des autorités congolaises. Ça pose des questions sur les valeurs aujourd'hui qui sont celles prônées ou en tout cas entretenues, si on parle de valeurs évidemment, par ces autorités congolaises. Aujourd'hui, on vous pose la question de savoir finalement qu'est-ce qui est important aujourd'hui au Congo et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ben, justement, on voit de quel côté est la démocratie. Dans un pays de démocratie, on salue même la victoire de ses ennemis ou de ceux avec qui on ne partage pas les idées. Je veux dire que on a vu ce qui s'est passé. Vous pensez que c'est une affaire qui est dirigée contre vous ou c'est simplement une forme de désinvolture ou de décrochage, je dirais, des valeurs essentielles? Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière. J'ai beaucoup de choses qui se cachent derrière. Je ne suis pas, peut-être à leurs yeux, l'individu qu'ils auraient voulu que je sois. Je veux dire qu'on sait comment ça marche. Ça marche souvent de manière ethnique au Congo-Brazzaville. Or, moi, je suis au-dessus des ethnies. Évidemment, si j'étais un écrivain nordiste, Kouyou, Oyo, aujourd'hui, j'aurais une statue au boulevard. On en est là aujourd'hui. On en est là. Si vous ouvrez la télé congolaise, tous les jours, ils font la promotion d'un piètre écrivain du Nord qui a publié aux éditions L'Harmattan. Alors que moi, je publie au Seuil, chez Gallimard, il n'y a rien. À peu près, je suis même persuadé que ce piètre écrivain va être au programme au Congo, alors que je suis au programme dans un pays comme le Bénin. Je suis invité au Bénin où je vais rencontrer les élèves, je discute avec tout le monde. Vers Cassé est étudié dans les lycées, dans les collèges. Mais chez moi, c'est pas la même chose. Je pense qu'il y a une situation terrible qui se passe là-bas, mais je ne m'inquiète pas. Parce que je sais que le temps, c'est quelque chose de très important et le temps est en train de venir comme un cycle biblique dans lequel la clôture se fera avec le livre de l'Apocalypse. On marque une pause, Alain Mabankou. On écoutera Maître Zambar sur cet aspect, en tout cas, je dirais, le comportement des autorités congolaises aujourd'hui, parce qu'on aurait pu penser que malgré tous les éléments que vient d'évoquer
d'exposer Alain Mabankou qu'il puisse y avoir une forme de transcendance comme ça, de dépassement de soi, et qu'un pays exprime, ne serait-ce que par principe, une fierté nationale face à un événement qui était celui-là, la réception de Alain Mabankou au Collège de France. On marque une pause, on revient dans 2 petites minutes pour la suite de cet entretien exceptionnel avec Alain Mabankou. À tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Édition spéciale, entretien exceptionnel avec notre grand invité, Alain Mabankou, écrivain, professeur de littérature francophone à l'Université de Californie à Los Angeles. Alain Mabankou est notre invité jusqu'à 19h30 sur Africa numéro 1. Nous parlons donc du Congo, le Congo qui connaît des moments difficiles, des heures difficiles en ce moment. Et nous avons vu, nous avons écouté le rapport aujourd'hui que le Congo entretient avec Alain Mabankou. Ce n'est pas lui qui entretient ces rapports-là, c'est plutôt donc dans ce sens qu'il faut le dire. Et on va vous écouter, Maître Zamba, sur ce point justement. Oui, écoutez, ce que je peux dire, moi, c'est en fait le comportement des autorités de Brazzaville vis-à-vis de notre compatriote Alain Mabankou est symptomatique. C'est-à-dire que c'est un comportement qui simplement démontre la faillite dans laquelle se trouvent les institutions congolaises aujourd'hui. C'est une faillite qui est à la fois morale, politique et culturelle. Parce que c'est des gens qui n'arrivent pas à incarner même ce pourquoi les institutions sont faites. Parce que les institutions sont faites précisément pour servir de synthèse entre les différentes oppositions qu'il peut y avoir dans une société. Et donc d'être neutre et être impartial et savoir faire la différence entre, par exemple, des divergences d'opinion politique et le fait de reconnaître un mérite qui peut inspirer, servir de modèle pour la jeunesse et donc renforcer le prestige national et même au final, peut-être servir de tremplin pour une véritable réconciliation. Donc, c'est des gens qui ne sont pas capables déjà de distinguer ça et de discerner ça. Donc, moi, je pense que ce comportement est tout à fait normal par rapport à la logique des autorités qui sont actuellement en règne à Brazzaville. Vous voulez dire que ce sont des autorités qui cultivent davantage l'exclusion plutôt que la culture de l'appartenance à une collectivité nationale? Ah non, parce que c'est des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas le sens de l'appartenance nationale, parce que pour eux, ils voient dans notre compatriote Alain Mabankou, qui fait la fierté du Congo et qui sert aujourd'hui de modèle à toute une jeunesse congolaise qui aspire à plus, pour eux, puisque M. Alain Mabankou ne reconnaît pas ou ne s'aligne pas sur leur ligne politique, et en plus, il est originaire d'un département dont on présume n'a pas de parti politique, alors qu'il n'est pas membre d'un parti politique quelconque, c'est un intellectuel congolais, et donc en tant qu'intellectuel, il a le droit de dire ce qu'il pense sur les valeurs, et ça, ce n'est pas admis en République du Congo. Et d'ailleurs, je poursuivrai en disant une chose, que c'est un peu, on dit que c'est l'éloge un peu du vice à la vertu. Hein. C'est-à-dire que ce serait quand même extraordinaire que des gens de la trempe un peu de ceux qui dirigent à Brazzaville fassent l'éloge d'Alain Mabankou. Moi, je m'inquiéterais. C'est-à-dire que si demain... Vous voulez dire qu'Alain Mabankou devrait se flatter du fait que... Ah oui, je pense que c'est un éloge. C'est-à-dire que le fait, la circonstance que les autorités de Brazzaville ne rendent pas hommage au mérite grandiose de notre compatriote prouve simplement que ces gens n'ont pas le sens de la vertu, n'ont pas le sens du travail, n'ont pas le sens du parcours par ses efforts et de la flamboyance par le travail. C'est ça, c'est-à-dire que il y a aussi l'effet du balancier, c'est-à-dire que quand un pays sombre dans une obscurité profonde, au même moment se réalise toujours une luminescence quelque part. Parce que vous savez, comme disent les Écritures, là où le mal abonde, la grâce surabonde. Donc moi je dirais que l'obscurité profonde dans laquelle s'enfonce le Congo correspond à la luminescence extraordinaire dans laquelle se trouve notre compatriote et qui, moi je l'espère, peut servir de tremplin, en tout cas pour la nouvelle génération, d'intellectuels congolais qui doivent s'engager et prendre position pour des valeurs qui nous rassemblent en tant qu'humains déjà, et en tant que Congolais, et notamment des valeurs de démocratie et de liberté. Ah oui. Merci beaucoup. Je vais paraphraser d'ailleurs le titre de la leçon inaugurale de Alain Mabankou, des ténèbres à la lumière. Évidemment, voilà, vous avez fait cette opposition de manière tout à fait remarquable, Maître Brice Zamba. On va écouter à présent un témoignage d'Alain Mabankou. C'est le témoignage de Mariam Thiam. Mariam Thiam, que nous connaissons bien, qui est militante pour les droits des femmes. C'est une femme très engagée depuis de nombreuses années et qui vraiment poursuit inlassablement un combat pour
d'abord les droits des femmes, mais aussi surtout justement pour l'enracinement de valeurs positives pour les Africains. Je parle notamment évidemment sur le terrain politique. Et on va écouter Mariam Thiam qui est avec nous au téléphone. Mariam, bonsoir. Oui, bonsoir Francis. Bonsoir à vos invités. Alain Mabankou vous écoute. Bonsoir. C'est un honneur. Bonsoir, Monsieur Mabankou. Bonsoir. C'est un honneur pour moi de m'adresser à vous. Merci beaucoup. Je n'ai malheureusement pas pu avoir de place, malgré mon inscription très très tôt, pour participer à votre cours inaugural. Seul Africa numéro 1 nous permet de parler à vous directement, de vous rendre hommage à travers votre engagement pour l'écriture, la valorisation de ce que c'est que la culture africaine, mais combinée avec la culture du reste du monde. Nous sommes des binationaux. Vous êtes une fierté. Je dis très sincèrement, avec beaucoup d'émotion, vous êtes une fierté pour notre génération, mais pour la génération à venir. À un moment aussi crucial que nous traversons aujourd'hui, à travers ce qui se passe au Congo, à travers ce qui se passe à Djibouti, à travers ce qui se passe au Mali, à travers ce qui se passe au Cameroun, à travers ce qui se passe de malheur dès qu'on nomme l'homme noir, c'est le migrant, c'est celui qui vient manger le pain de l'autre, que vous arrivez à magnifier à travers votre plume, votre regard de romancier, lucide dans ses analyses, pour parler de ce qui est, de ce qui sera et de ce que nous devrons faire ensemble. Vous nous interpellez tous, chers professeurs. Vous qui avez appris à côté de votre maman les premières histoires de votre vie, que vous ne cessez de réveiller ces souvenirs-là dans vos différents écrits. J'aimerais vous demander un service. Parce que aller au Collège de France est une très bonne chose. Vous allez vous adresser à l'élite de la société française, à l'élite de la diaspora, des binationaux que nous sommes. Mais aujourd'hui, nous sommes face à une crise. Cette crise qui est d'abord l'éducation de nos enfants dans les quartiers, nos enfants qu'on dit tant ici d'eux, qui finalement, on ne sait même plus, ils sont d'où. Et j'aurais souhaité, à travers cette année que vous aurez à gérer, j'imagine la charge de votre travail, mais j'aurais souhaité que nous puissions créer des petits ateliers. Il y a des mamans qui seraient ravies de participer, ne serait-ce en posant les pieds dans ce collège ô combien d'élite et essentiel, pour qu'elles puissent s'approprier, vous apporter ce qu'elles savent de leur tradition, de leur culture riche, mais aussi de l'apporter dans l'histoire que la France est en train de construire. Parce que j'ai l'impression, qu'en vous désignant, qu'aujourd'hui, la France, le Collège de France, vos frères intellectuels sont aujourd'hui à ouvrir cette prestigieuse institution vers l'Afrique. Enfin, que l'histoire soit écrite, comme diraient les Malinqués, par le lion, mais pas par le chasseur. Merci. Merci beaucoup, Mariam Thiam. Je vous interpelle vraiment sur la situation citoyenne et je vous dis bon vent. Nous sommes à l'écoute. Vous êtes notre fierté. Merci beaucoup, Mariam Thiam, militante pour les droits des femmes. Restez au téléphone pour écouter la réponse de Alain Mabankou. Vraiment, merci. Ce sont des paroles qui me vont droit au cœur. Et je crois que toute ma vie a toujours été ainsi, essayer de franchir tous les défis. Et celui du Collège de France, c'est vrai, est parmi les plus peut-être durs et les plus forts à faire, parce que il s'agit pas simplement de moi-même qui entre au Collège de France, mais il s'agit de la littérature de tout un continent, d'une littérature écrite en français qui rentre enfin à l'intérieur du collège. Or, faire rentrer la littérature africaine à l'intérieur du collège, c'est déjà commencer à dire à la France de se regarder elle-même, de regarder son passé colonial, de faire un bilan, de ne plus nous percevoir comme des électrons un peu éparpillés à gauche et à droite. J'avais utilisé une formule qui a été reprise à gauche et à droite par la presse en disant que l'histoire de France est aussi cousue de fils noirs. Donc quand vous avez un costume qui est tout un blanc,
Les coutures qui sont en noir sont même parfois plus voyantes que le costume lui-même. C'est un peu cela qui se passe au Collège de France. Et je suis d'accord avec vous qu'il faut que nous poursuivions cette lutte pour aussi parler à la jeunesse qui se trouve ici, à la jeunesse même immigrée. Là, j'enlève carrément la couleur parce que je m'intéresse aussi à ce qui se passe du côté des Maghrébins, du côté des Asiatiques qui sont ici, de ces jeunes venant des États-Unis. Vous savez que j'habite à Los Angeles. Quand j'enseigne aux États-Unis, ma classe est à l'image de ce que je recherche des Asiatiques, des Noirs américains, des Blancs, etc., etc. Votre message est un message qui me donne encore le courage. Et si c'était dans l'électricité, ça vient de me brancher même dans la prise. Je crois que la lumière sera encore plus grande pour sortir des ténèbres, puisque c'est le vocabulaire de l'émission de Francis Laloupeau désormais. Merci beaucoup. Allez, beaucoup. Merci Mariam Tia, merci infiniment. Merci. Alors justement pour parler de cette France, hein, vous avez notamment déclaré justement dans votre leçon inaugurale, je vous cite, la France s'interroge encore sur les binationaux restant incapables de penser un monde qui bouge et de s'imaginer comme une nation diverse, multiple et donc riche et grande. Je vous ai cité là, Alain Mabankou. Vous qui vivez justement une partie du temps aux États-Unis, comment vous percevez de loin ces débats qui agitent aujourd'hui la société française, débats identitaires, les questions de binationaux, de déchéance de nationalité, etc. Mais moi, j'avais dit quelque part que la France a l'art de cultiver les angoisses pour éviter peut-être de traiter son présent. La question n'est pas simplement des binationaux, puisque ce pays a été aussi constitué parce que les gens sont venus d'ailleurs. Ces binationaux qu'ils houspillent aujourd'hui ont été, entre guillemets, fabriqués par eux-mêmes. Je veux dire que quand ils se livraient les batailles de guerre mondiale, on aurait pu se dire, ça ne nous concerne pas, nous les Africains, nous restons chez nous. Mais on est venu piocher des tirailleurs sénégalais. Quand je dis tirailleurs sénégalais, ce n'est pas forcément que les Sénégalais. Dans les tirailleurs sénégalais, on trouvait aussi les Centrafricains, les autres de l'Empire français qu'on regroupait dans le générique de tirailleurs sénégalais. Cette immigration forcée, puisque parfois vous ne voulez pas faire la guerre mondiale, on vous ramenait pour la faire. Cette immigration forcée a créé forcément aussi un déplacement. Donc aujourd'hui, les binationaux doivent être considérés comme une richesse. Moi, je pense, par exemple, aux États-Unis, où c'est l'immigration aussi qui est en train de faire quelque chose. Pourquoi je vais enseigner à Los Angeles? J'enseigne depuis 14 ans aux États-Unis. La France s'est rappelée que, attention, on l'a formé à notre école, faut qu'il revienne. C'est bien que je sois revenu en étant à la Pyramide, c'est-à-dire le Collège de France, qui est la plus haute institution d'études supérieures en France. Mais il faut aussi se souvenir que ce que je vais enseigner ici, ce sont en quelque sorte les États-Unis qui ont, entre guillemets, sponsorisé cela. Ce sont les États-Unis qui ont engraissé le cheval qui va pour faire la course à Vincennes ou aux Champs-Élysées. Donc, disons que je suis choqué par ce discours sur les binationaux, sur les étrangers. C'est pour cela que dans ma leçon inaugurale, j'avais tenu à le dire que nous sommes désormais dans un tout-monde, comme dirait Édouard Glissant. Et qu'aujourd'hui, notre chance, c'est l'échange, c'est la rencontre, c'est comment nous pouvons apporter notre singularité dans un tout qui pourrait permettre à une voiture de marcher. Quand on voit une voiture avancer, on ne s'imagine pas le travail de chaque pièce dans la voiture, des pièces qui sont différentes, mais qui coordonnent leurs mouvements afin que la voiture puisse avancer. Mais aujourd'hui, on ne parle que du chauffeur, celui qui conduit la voiture. On ne voit pas la patience des pistons et peut-être même l'endurance des boulons qui sont à l'intérieur, les carburateurs, les allumeurs, les freins et beaucoup d'autres choses qui se retrouvent à l'intérieur de la voiture. Ces binationaux, ces étrangers, ce sont ces petites pièces qui sont ensemble pour faire marcher la grande voiture de la France. Mais en les décapitant, évidemment, la France va vers une panne et j'ai bien peur qu'il n'ait pas de mécanicien pour réparer cette panne. Alain Mabankou, notre invité exceptionnel dans ce grand débat pour un entretien
jusqu'à 19h20 sur la radio africaine. Je rappelle, nous sommes ensemble jusqu'à 19h20 désormais, puisque c'est le nouvel horaire du grand débat pour jusqu'à la fin de la saison, 18h, 19h20. Alain Mabankou, écrivain, professeur de littérature francophone à l'Université de Californie à Los Angeles, professeur aussi désormais à la chaire annuelle de création artistique au Collège de France pour la saison 2015-2016. Vous pouvez suivre ses cours et ses leçons chaque mardi au Collège de France. C'est ouvert à tous. Restez avec nous. À tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Suite du grand débat de l'actualité sur la radio africaine, édition spéciale, entretien exceptionnel avec notre grand invité, Alain Mabankou, écrivain, professeur de littérature francophone à l'Université de Californie à Los Angeles et professeur au Collège de France à la chaire annuelle de création artistique au Collège de France pour la saison 2015-2016. Alain Mabankou est avec nous. Nous sommes également en compagnie de Brice Nzamba, maître Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris, président du Cercle de la Rupture. Brice Nzamba, il faudrait que vous expliquiez avant la fin de l'émission à Alain Mabankou ce que c'est que le Cercle de la Rupture, parce que je crois qu'il est très intéressé à savoir ce que c'est exactement. Parfaitement. Mais voilà, mais on va parler de choses. Vous parlez tout à l'heure d'angoisse, Alain Mabankou, en parlant de la situation en France, du climat général en France. Alors, dans votre ouvrage, Le sanglot de l'homme blanc, de l'homme noir. Le sanglot de l'homme blanc, de l'homme noir, bien sûr. Évidemment, parce que ça fait penser au sanglot de l'homme blanc. De Bruckner, voilà. Bien sûr. On va parler d'une autre forme d'angoisse. Cette fois-ci, l'angoisse justement de l'homme noir, justement. Oui. Alors, dans cet ouvrage, Le sanglot de l'homme noir, vous avez fortement dénoncé la tendance de certains Africains à expliquer tous les malheurs du continent noir, tous ces malheurs-là, à travers le prisme de la rencontre avec l'Europe. Alors, pour amener ce constat justement à l'actualité congolaise, on constate souvent qu'il y a une posture souvent chez nombre de Congolais qui consiste soit à s'en remettre à la France pour trouver une solution à la crise politique en cours dans le pays, soit à fustiger systématiquement la France comme le principal architecte de cette situation. Alors, comment l'homme africain post-colonial peut-il s'affranchir de cette sorte, cette sorte de schizophrénie qui l'amène à considérer l'Occident, la France surtout, ou en l'occurrence, comme la source de tous les maux qui accabent les Africains, tout en s'attendant à ce que cet Occident lui apporte le remède à tous ces tourments. Je crois que là, on a affaire à une psychanalyse post-coloniale que vous décrivez parfaitement dans cet ouvrage, justement, Le sanglot de l'homme noir. Justement, parce que, si je peux dire, la réussite, entre guillemets, de cette France coloniale a été de nous imposer peut-être des comportements tels que, lorsque nous faisons des actes, nous sommes toujours en train d'attendre ce que pensera la France. Quand vous voyez, par exemple, un président qui vient d'être élu en Afrique francophone, la première chose qu'il attend, c'est franchir les marches du palais de l'Élysée, prendre une photo en serrant la main de François Hollande pour dire aux autres, regardez, même le blanc m'a accepté. On l'a eu avec la Constitution. Quand moi je m'étais insurgé contre la Constitution que changeait Denis Sassou Nguesso, quelque temps après, François Hollande a malencontreusement dit que le Congolais, Denis Sassou Nguesso, avait le droit de changer la Constitution. Tout de suite, ils ont ouvert des bouteilles de champagne au Congo-Brazzaville en disant « Le blanc est d'accord, on peut y aller ». C'est ce qui explique la situation que nous avons aujourd'hui. Et 2 jours plus tard, quand l'Élysée a rectifié maladroitement, évidemment, le tir, le mal était déjà fait, c'est l'opposition qui, à son tour, a dit, vous voyez, finalement, François Hollande est en train de critiquer le référendum. Alors, voilà, finalement, c'est une chose bien partagée. En général, c'est toujours comme ça, parce que quand la France dit quelque chose, la rectification, elle ne s'entend pas dans l'esprit des gens. C'est le dictateur qui est en place, qui vient d'être légitimé. Et si la France, considérée comme le pays des droits de l'homme, reconnaît le droit à un dictateur de bidouiller la Constitution, ça ne devient plus un bidouillage, ça devient une sorte de ratification de quelque chose. Le politicien congolais ou le politicien africain est toujours dans le vertige de la ratification de l'ancienne puissance coloniale. Le politicien congolais est resté un gamin qui attend d'être allaité par la France. Et tous ces politiciens-là... La mère patrie. Tous ces politiciens-là deviennent comme des larbins de la France. Ce ne sont pas des êtres qui existent en tant que tels dans une certaine autonomie. Ce sont des marionnettes dont la France se sert quand elle veut. On pense que la colonisation a cessé, mais nous sommes toujours dans une sorte de colonisation
un peu invisible, comme la main invisible de Keynes. La nuit, quand tous les chats deviennent gris, eh ben, on tire les fils et ces marionnettes qui se prennent pour des présidents redeviennent les vassaux, redeviennent peut-être les serviteurs de cette France. D'ailleurs, votre ouvrage, Le sanglot de l'homme noir, a provoqué un certain malaise, je dois dire, quand même, dans les communautés africaines. Hein. Comme si vous envoyiez finalement un miroir dans lequel les gens avaient du mal à s'identifier, à se reconnaître, parce que il y a cette forme de dépendance comme ça, psychologique à l'égard de la France, dont il faut s'affranchir forcément. Est-ce que ce n'est pas là, finalement, je dirais, le plus grand enjeu de l'homme post-colonial, c'est-à-dire cette révolution mentale nécessaire? Je pense que mon livre, Le sanglot de l'homme noir, a beaucoup plus été critiqué par ceux qui ne l'ont pas lu que par ceux qui l'ont lu. Vous savez, un livre, vous prenez même un livre de Frantz Fanon, si vous prenez un extrait, vous mettez quelque part, vous pouvez faire dire n'importe quoi à un extrait. Le sanglot de l'homme noir est un livre plutôt dynamique qui demande à l'Africain de ne pas accepter la malédiction de Cham qu'on lui a collée dans le dos et de traiter de son passé. Quand j'ai faim, ce n'est pas forcément d'aller demander à la France de reconnaître l'esclavage qui va faire bouillir ma marmite. Il faut que je sache comment je vais nourrir mes enfants. Il faut que je sache ce qu'ils seront demain. Ça, c'est une question du présent. Le passé, il doit être là pour ne pas faire les mêmes erreurs. Mais le présent est une urgence. Et paradoxalement, même si on m'avait critiqué, je trouvais que c'était même essentiel et intéressant comme critique. Aujourd'hui, qui c'est qui ramène justement cette culture noire dans le Collège de France? C'est ce que je fais. Si j'étais vraiment quelqu'un qui pouvait avoir son égoïsme, rester dans son coin, ce que beaucoup font, quand ils ont le succès, ils ont l'argent, ils ont les honneurs, ils se retirent, ils achètent une villa à Monaco, une autre à Santa Monica ou à Beverly Hills, ils disparaissent, ils sont plus noirs. Moi, c'est le contraire que je fais. Tout ce que j'ai reçu, c'est parce que j'étais congolais, parce que je suis africain. Et s'il faut que je le rende d'une manière ou d'une autre, c'est de faire une œuvre de salubrité africaine publique, de rendre les choses là. Ceux qui ont écouté mon discours du 17 mars, que vous avez bien cité ici, l'être noir des ténèbres à la lumière, eh ben, ils verront justement qu'à l'intérieur, je fais le procès de la France. Je leur rappelle la colonisation, je leur rappelle les images bananias, je leur rappelle l'esclavage, tout est à l'intérieur. Eh ben, cette leçon fait partie d'une sorte de diptyque avec le sanglot de l'homme noir. C'est pour cela que le livre sort dans 2 jours, le 20 avril, tout le monde peut l'avoir en librairie. C'est intitulé comme la leçon inaugurale, L'être noir des ténèbres à la lumière. Et moi, j'ai voulu qu'elle soit publique partout. On peut la voir. Si vous ne voulez pas l'acheter, il ne faut pas. Vous écoutez simplement toute la vidéo qui est sur le net. Tout à fait. Mais ceux qui veulent avoir un document pour étudier ça avec les plus jeunes, ben, ils auront ce livre qui est publié aux éditions Fayard en collaboration avec le Collège de France. Alain Mabankou, notre invité pour cette édition spéciale, entretien exceptionnel avec Alain Mabankou, à l'occasion de sa nomination, son entrée au Collège de France, à la chaire annuelle de création artistique du Collège de France. On va écouter un autre témoignage, celui d'un confrère, Christian Eboulé, journaliste à TV5. Christian Eboulé, bonsoir. Oui, bonsoir Francis. Je ne vous présente pas Alain Mabankou, bien entendu, Christian Eboulé. C'est un frère. Bonsoir Alain. Bonsoir. 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 Alors, Alain Mabankou, l'écrivain, l'homme, le frère. Alors, on vous écoute, Christian. Oui, parce que la particularité, on va s'arrêter là, mais la particularité, c'est que nous nous sommes connus, on a fraternisé en toute amitié bien avant qu'Alain ne soit devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un phare pour nous tous et pour les peuples noirs au-delà de l'Afrique. Et donc j'aime à rappeler cette fraternité parce que c'est ce qui le caractérise le plus, son humanité, sa fraternité. C'est ce qui me touche chez lui. C'est un écrivain qui est plus qu'un écrivain, voilà. Et c'est pour cela que je rappelle d'abord cette fraternité. Eh ben, écoutez, je crois qu'il y est très sensible. Hein, vous écoutez. Ah oui, mais non, avec Christian,
on change toujours le monde à notre endroit vers le premier arrondissement. Je pense que c'est essentiel de garder cette fraternité. Et ce qui nous manque, et peut-être même ce qui manque ici en France, c'est cette fraternité, alors même qu'elle est inscrite dans la devise de cette nation. On a oublié comment nous devons nous aider les uns les autres, mais nous sommes toujours portés par cet élan de destruction, par cet élan de haine et par cet élan peut-être d'exploitation des autres. Et moi, je fonde même peut-être mon écriture sur cette sorte d'humanité parce que j'ai toujours considéré, comme l'écrivait Césaire, qu'un homme qui souffre ou qui pleure n'est pas un ours qui danse. Parce que la vie n'étant pas un spectacle, eh ben, il faut toujours que nous soyons là pour rappeler les choses. Merci beaucoup, Christian. Merci en tout cas d'avoir apporté cette pastille fraternelle dans cette émission, dans cette rencontre exceptionnelle avec Alain Mabankou. On marque à nouveau une pause pour la dernière pause de cette émission et on continuera à parler avec notre grand invité Alain Mabankou. Et nous sommes également en compagnie de Maître Brice Zamba, avocat au barreau de Paris, président du Cercle de la Rupture. Vous allez expliquer, n'oubliez pas, le Cercle de la Rupture Alain Mabankou avant la fin de cette émission. C'est que M. Alain Mabankou, pour nous, aujourd'hui, incarne un espoir de rupture au Congo-Brazzaville. Vous direz pourquoi tout à l'heure. Exactement. À tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Édition spéciale, entretien exceptionnel avec notre grand invité Alain Mabankou, auteur de nombreux ouvrages publiés, des essais, des ouvrages d'anthologie, des recueils de poésie. On va citer quelques romans, plusieurs romans parmi lesquels on peut citer donc African Psycho aux éditions Le Serpent à Plumes. C'était en 2003. En 2005, Vers cassé, bien sûr, aux éditions du Seuil. Mémoire de Porc épique en 2006 aux éditions du Seuil. Prix Renaudot, il faut le signaler. Puis Black Bazaar, paru en 2009 aux éditions du Seuil. Ou encore Lumière de Pointe-Noire aux éditions du Seuil également. Et le dernier roman en date, Petit Piment, paru en 2015 aux éditions du Seuil. Merci d'être avec nous, Alain Mabankou. On va continuer donc à parler avec vous. Alors, on parle de cette France aujourd'hui, de cette France frappée par le terrorisme au cœur de l'actualité mondiale. Alors, on est tous concernés, évidemment, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie. Quel est le regard que vous portez, le regard de l'écrivain sur ce nouveau phénomène? Mais je pense que, en tant qu'écrivain, je ne peux qu'être indigné parce que ce sont des nouvelles tactiques même de violence, d'intimidation. On pensait tous que le terrorisme, c'était quelque chose porté par des petits groupuscules, mais on se rend compte que c'est des gens organisés qui posent des problèmes à la plupart des États, y compris la plus grande puissance au monde, les États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, on vit dans cette peur permanente d'être attaqué. Et les terroristes n'ont pas hésité, puisque l'histoire des tours jumelles aux États-Unis, le 11 septembre, 2001 reste toujours dans nos mémoires. Et puis, j'ai aussi quand même participé peut-être au débat sur ce terrorisme et ces exécutions, puisque j'étais allé à New York, je crois que c'est l'année dernière, pour remettre le prix de la liberté d'expression à l'hebdomadaire Charlie Hebdo, que personne ne voulait. Donc, Salman Rushdie, qui est déjà le grand écrivain qu'on connaît et qui a été pendant longtemps frappé de la fatwa, m'avait appelé pour me demander si je voulais le faire parce que tout le monde s'écrasait. Je l'ai fait. Et pendant que je le faisais aux États-Unis, j'étais gardé 24 heures sur 24 par le FBI avec la rédaction de Charlie Hebdo. On nous avait fait porter des gilets par balles parce que quand vous allez faire l'éloge de Charlie Hebdo aux États-Unis, où il y a beaucoup de bandes aussi un peu extrémistes, pendant un certain temps, on nous a gardés jusqu'à ce que la pression était descendue. Et ici même, les événements qui se sont passés du côté de la République, du côté... Le 13 novembre. Le 13 novembre, c'était pas très loin de moi. Moi, j'ai une résidence à côté dans le 18e arrondissement et souvent, je vais faire le sport place de la République. Donc, j'ai vu comme ça comment nous étions dans un état de siège. En tant qu'écrivain, cela me touche beaucoup de voir les nouvelles formes de violence. Ça vous inspire
un projet d'écriture ou pas? Je pense que je n'aime cette nouvelle menace. Je n'aime pas forcément écrire des romans sous le feu de l'actualité. Quand j'ai besoin d'intervenir... Ces jeunes comme ça qui s'engagent dans les groupes djihadistes, sur lesquels on se pose beaucoup de questions de quelles sont les motivations intimes, quels sont les ressorts profonds, intimes qui amènent ces jeunes comme ça à décrocher, à s'engager dans des aventures qui sont des aventures mortifères. Et quand on voit tout cela, de toute façon, c'est derrière, il y a une sorte de peut-être de déviation de la parole de Dieu ou d'Allah. C'est-à-dire que quand on voit, faut pas qu'on puisse toujours confondre l'islam et les islamistes. D'un côté, il y a un groupuscule qui a plutôt des tendances extrémistes et de l'autre... Et un projet politique. Un projet politique, puisqu'on parle beaucoup d'État islamique. À force d'en parler, on a intégré dans la tête qu'il y a un État, qui a un pays, alors qu'on n'arrive pas à donner ce statut aux Palestiniens. Donc, mais là, on arrive dans une situation où, finalement, si nous ne prenons pas en compte ces nouvelles formes de violence qui ne touchent pas que l'Europe, parce que du côté du Mali, du côté de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes en train de payer le prix fort, même en allant jusqu'au Nigeria. De l'autre côté, ça devient un phénomène planétaire et de plus en plus, les jeunes sont fascinés par ces formes de violence qui croisent l'excitation qu'ils ont lorsqu'ils qu'ils voient des films de violence à la télévision. Et c'est pour ça que je disais que je n'aime pas trop traiter ces questions dans le roman. Quand je le sens, l'opportunité, je le fais à travers les tribunes, à travers des textes, des réflexions, parce que c'est très, très rapide, important et directif. Bon, après cette ténèbre, on va passer à la lumière, puisque c'est... Alain Mabankou, écrivain, mais aussi artiste et musicien, découvreur de talents, producteur de musique. Alors, est-ce que la musique est indissociable de la littérature? Parce qu'il y a quelques années, vous m'avez raconté que quand vous écrivez, en général, vous écoutez de la musique et surtout les vieux morceaux congolais. Est-ce que c'est toujours le cas encore aujourd'hui? C'est toujours le... Maintenant, vous avez votre propre production, puisqu'il y a Black Bazar. Vous n'écoutez pas Black Bazar? Je peux pas m'écouter chaque fois. Moi-même, ça ferait comme de l'auto-édition. Je pense que j'écoute beaucoup plus les autres musiques. Maintenant, je suis dans une période où je suis beaucoup en train d'écouter Fela, le père. Ah tiens. Le retour à Fela. Voilà, c'est vraiment... Tous les jours, j'agace d'ailleurs même mon entourage parce que je peux prendre mon temps d'écouter, d'analyser pour qu'il me donne la force de la réaction. Et quand vous écoutez Fela, vous avez l'impression que nous avons un continent qui est gâché parce que la parole de Fela était une parole révolutionnaire. C'est quelqu'un qui a vécu le malheur. C'est quelqu'un dont la mère a été tuée par les autorités du Nigeria à l'époque. C'est pour ça qu'il avait écrit cette belle chanson qui s'appelle Coffin for Head of State, un cercueil pour un chef d'État. Donc, cette chanson, quand je l'écoute, ça a une actualité tellement brûlante que ça touche même mon propre pays, parce que dans cette chanson, on voit comment l'extrémisme a tué la population, a muselé les étudiants, a tué tout le monde, a volé l'État. Et je demande vraiment à beaucoup de revisiter Fela et de voir quelqu'un qui avait un projet artistique. Et ça nous dit une chose très importante. Et ça, c'est un appel que je voudrais lancer. Tous ces intellectuels congolais qui sont planqués au rez-de-chaussée, qui sont cachés dans les caves, qui attendent que la tempête passe, seront considérés comme les complices de ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Si vous avez une parole, vous êtes écrivain, vous êtes musicien, vous êtes artiste, et ils sont nombreux. Passy est un musicien, il faut parler. Kinsa est un conteur, il faut parler. Wilfried Sondé est un écrivain, il faut parler. Emmanuel Dongala est un écrivain, il faut parler. Il ne faut pas rester dans l'attitude stérile du spectateur. Parce que quand nous parlons nombreux, on nous entend mieux. Mais ceux qui ne parleront pas, l'œil de Caïn vous regarde. Et vous serez complice de ce qui se passe aujourd'hui. La jeunesse congolaise peut pardonner, mais elle n'oublie pas. Mais il faut faire attention qu'elle puisse, cette fois-ci, ne pas pardonner et ne pas oublier. Et là, c'est la fin de tout. Alain Mabankou, alors il y a une discographie déjà, Alain Mabankou. En 2012, vous produisez Black Bazar, avec notamment les musiciens Modogo,
Abarambois, c'est ça, et Sam Chintou. Rebelote en 2013, autre livraison de Black Bazar, Round 2, et d'après les compositions du guitariste Popo Lipo, Benico et du bassiste Michel Loumana. Oui. Tiens, on va écouter un extrait. On va se faire plaisir. Allez, démarrer moto. Allez, toucher les lolos, Aïe, toucher les lolos. Production Alain Mabankou. Mais je me rappelle que c'est resté pendant longtemps numéro 1 ici à Africa numéro 1. Donc vous nous avez beaucoup épaulé dans la diffusion de ce round 2 qui était vraiment un succès. Et jusqu'alors, ça continue à être joué, aussi bien même aux États-Unis. C'est aussi mon côté de promotion de la musique. Quand j'aime quelque chose, je sors mon argent pour produire les musiciens. Donc là, j'ai fait le round 1 avec Modogo Sam, le round 2, j'ai rajouté autre chose avec d'autres musiciens, Popo Lipo, Michel Loumana, mais il y a eu aussi, les gens l'oublient, dans cet album, j'ai fait inviter les Ferregola qui sont venus chanter là, les Rois Soleil qui sont venus chanter. C'est mon côté, chaque fois, une fois que je me repose un peu, que je vais respirer, je produis un album et je continue à réfléchir. C'est de l'oxygène aussi? C'est de l'oxygène. Parce que j'aurais voulu être musicien, mais comme je ne le suis pas, je produis ceux qui ont du talent. Mais dans cet album, j'ai écrit des titres aussi à l'intérieur. Les gens ne savent pas. J'ai écrit des titres qui sont joués à l'intérieur. J'ai même parfois mélangé avec de l'anglais, de l'espagnol, avec beaucoup d'autres à l'intérieur. C'est ma passion. Je continuerai à le faire dès que j'aurai du temps. On arrive bientôt à la fin de cet entretien. On aurait pu prolonger cet entretien. N'oubliez pas que le cercle. Le cercle. Je vais y arriver. Je vais juste faire une parenthèse parce que on en parle beaucoup. Alors, j'ai vu évidemment cette revue de presse énorme suite à votre leçon inaugurale au Collège de France le 17 mars, le 17 mars dernier. 17 mars. Et puis surtout, c'est une revue de presse avec beaucoup de photos de vous. Oui. Alors, il y a des articles entiers qui décrivent le costume que vous avez porté, la marque du costume, la couleur du costume, cette espèce de bleu flamboyant comme ça, de bleu royal, et puis les lunettes évidemment. Il y a un look quand même. Il y a un look à l'aime beaucoup. Alors, est-ce que ça aussi chez vous, c'est une forme de mise en scène de votre propre personne? C'est pas... Vous faites plaisir, tout simplement. C'est de l'autodérision? C'est pas forcément de la mise en scène, mais vous savez que quand vous êtes dans la lumière, forcément, tout ce que vous mettez fait partie un peu des discussions. Donc, quand je viens au collège... Vous avez quand même le choix de vos vêtements, quand même, c'est pas rien. On voit bien qu'il y a un choix méticuleux. Mais je suis habillé par le meilleur styliste congolais, parce que je consomme local. Il s'appelle Jocelyn Le Bachelor, et il tient boutique Connivence dans le 18e, dans mon quartier. Donc, en le faisant aussi, j'entretiens en quelque sorte économiquement le travail d'un Congolais. Je ne vais pas acheter forcément chez un couturier du faubourg Saint-Honoré de l'autre côté. Je le fais dans le quartier le plus populaire, le 18e. Et je montre aussi que le 18e peut sortir des sentiers battus. Et j'estime, j'ai commencé à porter des lunettes parce que, il me faut dans la lecture, mais j'allais pas prendre les premières lunettes venues. Il faut pas exagérer non plus. Donc voilà. Celles-là, elles sont sur mesure, il faut dire. Voilà. Donc il paraît qu'il y a des gens qui viennent au collège pour savoir, aujourd'hui c'est quelle veste qu'il va porter. Voilà. Mystère. Et c'est des journalistes, parfois des Inrock, de Télérama, qui viennent voir. Il fallait qu'on en parle absolument. Alors, on va vous écouter, Maître Brice Zamba. Vous allez pouvoir expliquer à Alain Mabankou ce que c'est que le cercle de la rupture dont vous êtes le président. Ah oui, écoutez, ce que je peux dire, c'est que nous, en fait, le cercle de la rupture, c'est un cercle qui réunit un certain nombre des cadres congolais. On réfléchit un peu sur, en fait, comment mettre en place une rupture précisément avec la culture politique qui est en vogue actuellement au Congo-Brazzaville. Parce que nous, on a fait le constat que depuis quasiment l'indépendance du Congo, il y a une seule et même culture qui est au pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y a que des acteurs qui changent, mais la culture, c'est la manière de faire la politique est toujours restée la même. Et cette manière de faire la politique, c'est manifeste comment? Notamment par l'usage de l'ethnie comme moyen d'accéder ou de conserver le pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idée politique en tant que telle. La seule idée politique qui est en cours, c'est en fait de mobiliser son ethnie.
Donc ça fait que chaque homme politique est une sorte de seigneur qui règne sur ses serfs. Donc ces serfs, ce sont donc ses semblables ethniques et donc dispose d'eux pour pouvoir en faire ce qu'il veut. Et donc souvent on passe par la violence. On utilise la politique, pourquoi ? Pour s'enrichir facilement. Donc, c'est tous ces symptômes qui se manifestent par cette culture. Et l'objectif du cercle et donc, nous, le cercle, précisément en fait, notre objectif, c'est précisément de proposer une autre culture politique qui, elle, peut être en même, donc, de pouvoir dynamiser un véritable modernisme avec une véritable démocratie, un véritable élan économique qui entre dans le cadre de la mondialisation. Mais tout cela ne peut être possible que si on rentre d'abord avec cette culture qui est actuellement en vogue. Donc c'est pour ça que pour nous, que ce soit une bonne partie d'acteurs d'opposition d'aujourd'hui, comme ceux du pouvoir, nous pensons que ce sont des gens qui ont la même culture politique. Raison pour laquelle on n'est pas étonné de voir l'état dans lequel se trouve le pays aujourd'hui. Et Alain Mabankou est nous, l'écrivain de la rupture c'est-à-dire que nous, on estime que Alain Mabankou, aujourd'hui, par sa flamboyance, par son sens du mérite, du talent, et même plus que du talent, aujourd'hui incarne en fait cette image que la jeunesse congolaise veut, c'est-à-dire un Congo qui réussit par le travail, un Congo qui transcende les ethnies, un Congo qui s'enrichit par son travail et donc par la compétence et le mérite. Parce que nous avons vu déjà la transcendance des ethnies, on a vu ça avec le général Mokoko, ça prouve que les Congolais ne sont pas des tribalistes au fond, ce sont les hommes politiques congolais qui s'en servent. Donc il est possible aujourd'hui avec un compatriote qui est capable de transcender ça, comme on voit notre compatriote Alain Mabankou aujourd'hui fait l'unanimité de plusieurs personnes qui viennent d'origines différentes. Donc je pense que c'est le cas aussi. Moi je vois, j'ai des amis congolais. La bonne nouvelle quand même pour le Congo, il faut quand même que les Congolais le sachent désormais, c'est qu'Alain Mabankou n'est pas que congolais, il n'est plus que congolais. Il est autre chose, il est au-delà du Congo. Il est universel aujourd'hui. C'est-à-dire que il n'y a rien de mieux que d'avoir, il y a rien de mieux que d'avoir quelqu'un qui porte le flambeau d'un pays qui soit universel. Et je pense que c'est rassurant pour tous les autres peuples qui seront prêts à nous aider. Et je terminerai en disant que moi, quand j'écoute Alain Mabankou, quand je le lis, il me fait penser au professeur Pascal Lissouba en mieux. C'est-à-dire qu'avec toutes les qualités sans les défauts. C'est-à-dire qu'il y a cette manière, cette créativité généreuse, cette façon de vous faire voir un horizon qui vous transcende et tout en restant votre égal. Et ça, je trouve que c'est excellent et c'est pour cela que nous espérons que avec lui, nous sommes prêts, nous en tout cas au niveau du cercle La Rupture, de le soutenir dans toute démarche intellectuelle ou autre de nature à incarner une alternance sérieuse et crédible au Congo. Très bien. On arrive à la fin de l'émission. Mais vous avez tout compris là, du cercle de La Rupture. Hein, Alain Mabankou, j'ai tout compris. J'ai tout compris. En tout cas, ils sont très attentifs à ce que vous faites en tout cas. Dernière question. Bon, c'est une question très courte, mais votre réponse serait tout à fait intéressante. C'est quand votre prochain voyage au Congo ? Le plus rapidement possible, et il faut qu'on sache que je n'ai pas peur de rentrer au Congo et que je n'ai reçu aucune fatwa, je n'ai reçu aucune interdiction. Et je dis aux autorités de Brazzaville, s'ils s'amusaient à me lancer quelque fatwa que ce soit, ce sont mes amis qui se lèveraient, les Salman Rushdie, les PEN America, les institutions internationales, et sans oublier la force tranquille de cette jeunesse congolaise qui guette, qui entend et qui n'accepterait pas qu'on puisse décapiter leurs frères. Vous êtes préoccupé par ce qui pourrait se passer au Congo dans les prochains jours. Est-ce que l'avenir vous semble sombre ? L'avenir peut me sembler sombre, mais il suffit de dégager le ciel. Et je crois que ça se fera. Parce que nul n'est éternel sur cette terre. Vous pensez qu'il y a des dynamiques souterraines invisibles aujourd'hui au Congo qui sont en train de marquer, tiens, pour reprendre le terme, une rupture avec ce qui s'est produit dans ce pays depuis plusieurs années ? Oui, il y a une dynamique quand je vois comme les cercles de la rupture qui ont déjà conscientisé l'idée de ne plus faire la même culture. Le problème du Congo n'est pas simplement le départ de Denis Sassou Nguesso, c'est de balayer toute la maison. Tous ceux qui, de près ou de loin, ont travaillé dans cette culture de politique, d'assassinat, d'intolérance, sont inéligibles. Ils ne doivent même plus s'occuper des affaires du Congo puisqu'ils ont eu plus de 30 ou 40 ans à travailler dessus. Et maintenant, aujourd'hui, peut-être il faut des nouvelles politiques, un nouveau projet de société pour le Congo-Brazzaville, pour donner à ce pays l'esprit de respect.
Je souhaite un Congo dans lequel la presse est libre, les gens font ce qu'ils veulent, dans un pays de droit, où on aurait des élections, un président qui serait là pendant 5 ans, qui ne peut être renouvelé qu'une fois. Une fois que vous êtes renouvelé, c'est fini. Où on ne changerait pas les constitutions parce que ça arrangerait ceux qui ont 72 ans. Où le pays serait peut-être la vitrine intellectuelle. Aujourd'hui, donnez-moi un seul exemple de ce que toutes ces politiques ont laissé comme trace culturelle au Congo. 0. Il y a des ministres de la culture là-bas qui n'ont laissé aucune bibliothèque, même pas un rayon de bibliothèque dans leur propre maison. Donc il est temps que le travail commence à se faire. Il est temps que le travail commence à se faire. Alain Mabankou, merci beaucoup d'être venu. Merci. Merci infiniment. Alain Mabankou, écrivain, professeur de littérature francophone à l'Université de Californie à Los Angeles, professeur à la chaire annuelle de création artistique au Collège de France. On peut suivre vos leçons, vos cours, vos conférences tous les mardis au Collège de France et c'est ouvert à tout le monde pour la saison 2015-2016. Brice Zamba, maître Brice Zamba, merci d'être venu. Merci de nous avoir accompagnés pendant cette édition spéciale. Merci, cher avocat au barreau de Paris, président du Cercle de la Rupture. Merci à toute l'équipe du Grand Débat. Merci à Sébastien Dupré qui a réalisé cette émission. Merci beaucoup.